Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende retrace l'histoire de la pop culture, mais également de vos émotions. Aujourd'hui, grosse émission dédiée non pas au mangaka, mais à l'artiste Inoue, puisque son talent va bien au-delà des limites du manga. On va parler évidemment de son œuvre phare, Slam Dunk, mais également de Vagabond et de tout le reste. Bienvenue dans La Légende. Et pour parler de la légende qu'est Inoue et évidemment Slam Dunk, nous avons évidemment des invités de légende. Pascal Benatar de chez Kana Home Video et ADN. Bonjour. Bienvenue. Merci. Fausto, créateur du magazine Atome, journaliste excellente publication, je tiens à dire, je recommande à tout le monde. Bienvenue. Merci. Et Valentin, mangaman du Figaro. Et voilà. Il en faut un. Et il en faut un, et il en faut même plus, mais tu fais le travail de plusieurs personnes, donc tu es bien là. Bienvenue. Voilà, après ces présentations tonitruantes, j'ai envie de dire, nous allons passer dans le vif du sujet, puisque c'est une émission un petit peu spéciale, moi, qui me tient à cœur, parce qu'on va parler d'un... On peut vraiment dire que ce mangaka-là est un artiste de haut niveau, de très très haut niveau. Et cette première partie sera dédiée au début de Inoue, et évidemment à Slam Dunk, parce que, on va revenir un petit peu sur qui est Inoue, mais Slam Dunk, c'est un petit peu aussi ses débuts. Alors, avant toute chose, qui est le papa de Slam Dunk? C'est quelqu'un qui navigue dans ses premières années entre le basket, pour le coup, et le manga. C'est bien ça? Ouais. Il a commencé au basket, je crois, fin collège, toujours. Il n'a pas encore à l'université, mais il a démarré au lycée. Il aime ça, il est à fond, il devient capitaine de son équipe. Il vit pour le basket. Et à côté au départ, il commence comme le héros de Slam Dunk parce qu'il pense que c'est plus populaire auprès des filles que le kendo qu'il faisait au collège. Et le kendo, tu portes ton armure qui n'est pas lavée, donc en fait tu pues la sueur, disons, appelons-le. Et on ne voit pas. Et on ne voit pas, donc on peut pas dire. Ça peut aider quand tu as un physique disgracieux, mais là, ce qui n'est pas son cas. Ce qui n'est pas son cas. Et donc il s'est mis au basket au début avec des raisons un petit peu impures, on va dire. Tout est décrit. Après, c'est un peu sa biographie, Slam Dunk, faut pas se le cacher. Mais ouais, en plus de ça, il dessine à côté. Il aime beaucoup ça. Donc l'école, je crois qu'en plus, il termine pas l'université. Il fait un mois. Il fait genre un mois et demi d'école et il se dit non, c'est pas pour moi. Ouais. Donc après... Les enfants n'écoutaient pas cette partie. Ne reproduisez pas cette partie. Si vous avez le même talent, vous pouvez reproduire. Faites-le. Ou alors soit au basket, soit dans le manga. Faut voir. Ouais, faut voir. Le manga, ce sera un peu plus difficile. Ouais. Il y a du monde. Briseur de rêve. Le basket, c'est bien. Mais à partir de là, je crois que il commence à faire plusieurs concours et il a la chance magnifique, je sais pas, le talent. Il commence les concours parce qu'en fait, il s'avère que son niveau au basket, c'est pas terrible. Pas forcément. Au Japon, pour avoir vu un peu au Japon ce qui se passait à l'époque, il y avait quelques playgrounds, on pouvait jouer, il y avait pas mal d'Américains, mais le niveau, c'était surtout de la passe. Pour parler basket, c'était des passeurs. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui prend le lead pour aller marquer. Oui, ça marque, c'est des shoots, mais c'est pas tellement respectueux. Vas-y, je te laisse marquer. Limite, en fait, ils veulent trouver la meilleure... Dans les systèmes, ils sont très bons, ils veulent trouver le joueur le plus près ou la meilleure position pour le faire. C'est pas tant que ça pas 100% de chances de réussite, tu prends pas le shoot, quoi. C'était un peu des trucs comme ça, quoi. C'est ça, mais c'est dans la pratique. Et du coup, avec l'avènement de la NBA, depuis les années 80, dès que Magic, Bird et Jordan arrivent... Voilà, il faut recontextualiser. Slam Dunk, c'est 88, donc 90, pardon. Ouais, 90. Avant, on va dire, entre 85 et 88, c'est le début de l'ouverture de la NBA au monde. Oui. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a NBA Cares qui commence à émerger, et puis voilà, il y a les vraies stars qui arrivent. Et encore, en plus, à l'époque, au Japon, il n'y avait pas 50 000 chaînes privées, donc c'était accessible les quelques matchs, parce que c'était pas non plus du prime time tous les jours, mais il y avait quelques diffusions à la télé, donc ça a commencé à toucher un public un peu plus large. Dont Inoue, qui était complètement surtout les sportifs. Cela dit, tu as dit quelque chose de très important dans la présentation d'Inoue. Tu n'as pas dit mangaka, tu as dit artiste. Oui. Et ça, c'est hyper important, puisque c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est très vite détaché de cette étiquette de mangaka. Quand on retrace un peu sa bio, finalement, on retombe un peu sur la biotype des mangaka. C'est-à-dire que le mec commence et se prend les pieds dans le tapis, puisqu'en fait, la première histoire qu'il envoie à Shueisha, il la regarde, il la fout à la poubelle.
Il va être rappelé ensuite. Hein. Oui, il va être rappelé ensuite par le mec qui a quand même jeté son histoire, qui lui envoie un message, une lettre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail. Un fax, peut-être un fax. Alors, c'est vrai qu'il y a un culte du fax au Japon, toujours en vigueur actuellement. Mais il reçoit un petit mot de cet éditeur-là, et il trouve ce petit mot coincé dans sa porte. Il vivait à Kumamoto, je crois, à l'époque. Et le petit mot lui disait en substance, écoute, tu as du talent, viens me voir, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il est monté ensuite à Tokyo, parce que lui, il est originaire du sud du Japon, comme Miyamoto Musashi, d'ailleurs. Mais ça, en fait, ça commence un petit peu comme quand on a évoqué la dernière fois Araki, c'est-à-dire que ça commence toujours par ça marche pas trop au début, et puis finalement il y a un éditeur qui se dit l'histoire qu'il m'a envoyée là c'est pas terrible, mais ce mec-là je décèle un potentiel. Et son dessin, quoi, il y a tout de suite il a autre chose dans le dessin. Ouais. Il y a eu une marge de progression, c'est comme énorme, Araki, qu'on ressent dans Slam Dunk. Hein, on le voit au fur et à mesure, mais on va l'aborder juste après. Il a été, mais entre le prix, alors je sais plus, peut-être que vous. Oui, on dit, après, en 88, il remporte le prix Tezuka. Le prix Tezuka, mais mais c'est avant de rentrer dans le Jump, avant de son éditeur. Ouais. Quand est-ce qu'il est assistant? Alors c'est après. Mais on rappelle Ouais. déjà ce qui est le prix Tezuka. Le prix Tezuka, c'est des gens envoient des one-shots. Hein, des histoires courtes. des souvent, histoires ouais. courtes. Et puis, voilà, il y a forcément un qui est récompensé par le prix Tezuka. Tezuka, c'est évidemment le papa du manga comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, il a le droit à une publication dans le Jump, c'est ça, quand on remporte le prix Tezuka? Pas systématiquement, mais après, Ça dépend si à l'époque il y avait des gens en retard ou pas, ils utilisaient la technique de la cassette. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un blanc, un trou à combler? Un certain nombre de pages minimum. D'accord, donc c'était un petit peu un prix opportuniste aussi. Non, c'est important. Ça rendait service à tout le monde parce que eux, ça leur permettait de découvrir des jeunes talents. Les jeunes talents, ça leur donnait l'opportunité d'être écoutés. Hein. Bon, on le voit toujours aujourd'hui quand on va déposer nos CV et tout. Enfin, c'est un peu la même chose dans tous les boulots. Hein. On ne sait pas si le CV arrive ou autre. Et ben, donc là, c'était un peu un meet-up, l'équivalent, mais version manga, quoi. Donc, Et puis, le prix Tezuka, ça a quand même un certain prestige. Hein. On le rappelle, il y a beaucoup de mangaka de renom qui l'ont gagné. Donc ça veut dire quand même quelque chose. C'est qu'il y a un talent qui est décelé et qui est exploité par la suite. Son premier jet, c'était l'histoire de basket aussi. Oui, semble. alors il remporte le prix Tezuka pour... avec déjà Rukawa. Avec Rukawa qui a aidé. Alors, on va recontextualiser pour les gens qui ne connaissent pas forcément Slam Dunk, dont on va parler juste après. C'est que donc, Inoue remporte le prix Tezuka, comme on vient de le dire, avec un one-shot traitant du basket, avec le futur, un des futurs protagonistes du manga qui va le faire exploser, c'est Slam Dunk. Mais c'est d'ailleurs la marque de fabrique de quasiment 50-60% des mangakas qui démarrent. Hein, en fait, ils ont une histoire qui leur tient à cœur. Ils n'ont pas encore les compétences pour exploiter cette histoire et la raconter parfaitement. Donc, ils tentent sur un one-shot. C'est un pitch, en fait. Leur one-shot, c'est un pitch. Et après, ils le mûrissent. Et quand ils l'ont bien mûri, ils en font une histoire qui va durer X volumes, quoi. Et donc, 88, après, qu'est-ce qui se passe pour Inoue? Il va quand même devenir l'assistant d'un mangaka mythique. Hein. Bah, quand on reçoit un coup de fil d'un éditeur qui nous dit « Bon, il y a Tsukasa Ojo qui a besoin d'un assistant », je pense que ça serait profitable pour tous les deux. Forcément... On rappelle qui est Ojo, hein, c'est City Hunter, c'est Cat Size, voilà, c'est du Family Compo, très très lourd. Family Compo, très très bon titre. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il devient assistant de Ojo. Voilà, ça dure un petit peu moins d'un an. Oui, c'est assez court finalement. Hein. C'est 11 mois, 10-11 mois, donc une saison de manga. Et il apprend tout. Il apprend tout auprès d'Ojo, mais tout à la meilleure école possible. Ça, à l'époque, donc le manga en rythme hebdo, on travaille toute la nuit, on finit à des heures pas possibles, il faut rendre les scripts. Dès qu'on nous dit « Ah, semaine prochaine, tu as 3 pages couleurs », donc c'est un peu la panique. Et donc l'équipe de Ojo se libérait un peu en soirée, ils se tiraient dessus avec des pistolets à billes, quoi. Enfin, c'est vraiment une bonne ambiance, quoi. Et, donc il apprend tout auprès d'Ojo. C'est vraiment... c'est plus un maître, un rapport maître-élève que... Ouais, complètement. Ouais. Et voilà. Et Ojo avait la même pratique d'assistant qu'il a refait derrière. En mode, il confiait une page aux personnes. Et il y a des assistants, il y a des mangaka qui vont dire « Bon, toi, tu vas faire que l'ancrage, toi, tu vas faire que les trames, toi, tu vas faire que les décors. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont dire « Bon, j'ai fait cette scène, j'ai fait cette scène, j'ai fait cette scène. Toi, tu fais cette page, toi, tu fais cette page, toi, tu fais cette page. » Et il donne des responsabilités, déjà. On apprend beaucoup plus vite, du coup.
Et puis, vous l'avez dit, ça dure 1 an. Et après, qu'est-ce qui se passe dans il y a une première série. dans Il y la a carrière une première série qui, justement, témoigne de cette expérience-là aux côtés de Hojo, Chameleon Jail. Où il n'est que dessinateur. Il n'est que dessinateur, mais ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'on retrouve, non pas qu'on retrouve le style Hojo, mais on voit bien qu'il est passé par cette école-là, et ça se ressent dans la manière justement d'envisager les corps, puisque effectivement, chez beaucoup de mangaka, le corps a une importance déterminante, mais alors chez Inoue aussi, et chez Hojo évidemment. Et en plus, même dans le scénario, avec cette histoire non pas de City Hunter, mais de Risk Hunter, on retrouve quand même quelque chose on retrouve ce côté un petit peu polar urbain qu'il y avait chez Hojo. Donc même il y a une influence réelle. Oui, qui est assez évidente. C'est-à-dire que dans la façon d'envisager les scènes d'action, tout ça, etc., on voit que il est passé par la case Tsukasa Hojo juste avant, quoi. Et cette série-là, qui est une série, je pense, qui est totalement oubliée aujourd'hui. Personne ne parle de Chameleon Jail. C'est pas une série mémorable, mais elle avait le mérite d'avoir un concept assez marrant, avec un personnage qui pouvait traquer des criminels tout en changeant d'apparence à chaque fois. Une sorte de kid caméléon, voilà. Les gens qui ont connu le jeu vidéo. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que l'obsession du basket n'avait pas été mise de côté, puisque dès la première histoire de Chameleon Jail, le premier chapitre, il y a déjà une scène qui se passe sur un terrain de basket, où le fameux Chameleon Jail se transforme en basketteur afro-américain. Donc il y avait déjà chez lui ce truc pour le basket, et voilà, chassé naturel, il finit toujours par revenir au galop. Ça l'a jamais quitté depuis le début. Jamais, puisque même l'histoire qui s'était fait jeter par Shueisha était déjà une histoire de basket. D'accord. Donc il s'est dit, je vais y arriver d'une manière ou d'une autre. Il s'est accroché. Donc il y a ça, et ensuite il passe directement, là ça c'est en 89. Ça c'est 89, ouais. 89, et là 90, c'est Slam Dunk. Là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est le coup de génie. Il faut le dire tout de suite. Moi, Slam Dunk, pour moi, c'est un game changer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va marquer l'histoire du manga, l'histoire d'Inoue, et l'histoire aussi de l'influence qu'un manga peut avoir. On recontextualise. 90. Alors, il y a déjà des mangas de sport. Le sport est très populaire, différents sports au Japon, etc. Le basket commence, on l'a dit, à percer encore un petit peu plus. 90, c'est vraiment une époque bénie pour la NBA. La NBA est encore plus présente, mais c'est pas comme aujourd'hui. La mondialisation n'était pas la même. Voilà, la mondialisation est complètement amoindrie par rapport à aujourd'hui. Mais il y a ce phénomène de starification des joueurs de basket, notamment, qui fait que ça émerge dans divers pays, dont le Japon, encore plus en 90, même si on est encore loin d'après ce que ça va devenir. T'as encore pas mal de bases américaines, t'as encore beaucoup d'Américains qui sont là-bas, t'as une culture qui arrive, t'as des espaces libres où il y a des terrains le hip-hop qui arrive en hip-hop, tu m'étonnes. Le hip-hop, donc... 90, c'est le moment où il démarre. Et je reprends le fil du manga où tu vois ses premiers dessins et ses premiers styles. Je pense aussi que l'éditeur à l'époque, le Tanto, le maître derrière, le maître éditeur derrière, avec Tsukasa Hojo et avec Inoue, dans l'histoire, il a peut-être pas pris de risque pour tenter son premier truc en disant... Il vient de Tsukasa Hojo, on va voir comment il peut faire. Le style d'animé, le style de manga qui arrive, on peut le faire passer comme ça et c'est sans risque. Tu sens qu'il a probablement d'ailleurs cadré un peu au début. C'est ça. Si tu regardes Slam Dunk au départ, c'est pas forcément un manga de basket. Au début, c'est des tranches de vie, il y a des voyous, il y a des machins. C'est le code. C'est le code shonen. C'est le code shonen. Et si tu regardes... Même ça commence en furieux, en fait. On peut penser qu'il y a une petite influence Roku Denashi Blues, sorti 2 ans avant, qui a cartonné. Voilà. C'est ce que tout le monde pensait. On va recontextualiser pareil. Alors déjà, on va donner Il panique. Gros... Attention. Est-ce qu'on y est? On me dit, explique. C'est quoi Roku Denashi Blues? Attention. Non, mais pour dire déjà le pitch, en gros, de Slam Dunk, parce que oui, ça parle de basket, mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un voyou, un mec qui sait pas trop quoi faire de sa vie. Un mec qui traîne savate. Voilà. C'est un mec qui est perdu. C'est un mec qui ne sait pas quelle est sa place dans cette société. Il est grand, donc déjà pour un Japonais, donc il sort un peu du lot, donc les gens le dévisagent, donc il ne sait pas comment. Et surtout, il se prend des râteaux, quoi. Non, c'est le roi des râteaux. 50, à l'école, c'est la première image qu'on voit vraiment sur lui, c'est qu'il se tape son 50e râteau du collège, quoi. 51e au bout de la 5e page aussi après. Là. On passe directement. Oui, il va le reprendre, mais bon, ça c'est dans l'histoire que ça commence vraiment. Mais oui. Mais
encore une fois, il y a un code de shonen. Je ne suis pas sûr de sa place vraiment dans la société aussi, par rapport à sa taille, parce qu'il y a plusieurs grands et qui se retrouvent dans un lycée, justement, où il y a beaucoup de grands. Pour moi, le Japon, il n'y a jamais eu autant de grands dans un lycée comme ça, on est bien d'accord, mais c'est un manga. Je ne l'ai pas vu vraiment comme un manga de sport, à part le titre, sur le premier ou le deuxième volume. Oui, vraiment à partir du troisième volume, on rentre vraiment dans le basket. Et encore, quand tu regardes, il y a, je crois, Manga News a fait le calcul, ils ont compté tous les nombres de pages où il y a du sport et les nombres de pages où il n'y a pas de sport, ils ont fait un petit diagramme, et tu vois, au début, c'est pas de sport, un peu de sport, un peu de sport, un peu de sport, et à la fin, tu finis en apothéose où tu as quasiment plus de pages qui ne sont pas du sport, quoi. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui n'aime pas forcément le basket ou qui n'a pas d'acquaintance avec le basket, pourquoi il faut lire Slam Dunk? Tout simplement pour se mettre dans le contexte de l'importance de Slam Dunk. Le ministère de la Culture, il y a quelques années au Japon, avait fait un sondage pour élire le meilleur manga, le manga le plus populaire, et c'est Slam Dunk qui a gagné. Second. Second. Ah bon? Moi, j'avais... Alors, il y a eu plein de questions dedans. Et ça dépend quelle question tu prends. Parce que tu as le manga le plus mémorable, le manga machin. Donc Slam Dunk a gagné la phrase qui est restée en tête de tout le monde, la plus grosse moi citation. j'avais le manga le plus populaire. Non, One Piece a remporté les votes. D'accord. Moi j'avais Slam Dunk en premier, One Piece après, et Dragon Ball. Et, non, c'est One Piece. Il y a dans la légende sur chacune de ces légendes. Enfin, cela dit, ça ne retire en rien. Voilà. Surtout que c'est un manga qui est sorti, on le rappelle, en 90, donc c'est très vieux. Il n'est plus encore en activité. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très très marquant. C'est une des légendes, ça fait partie du Jump K, donc des années 80 et 90. Je crois que c'est le top 3. Il y a Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, je ne suis pas sûr, et après il y a Slam Dunk. Et en termes je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant longtemps, ça a été le manga le plus rentable en termes de ratio de volume et de vente. Donc ça, c'est fou. 3,5 millions. 3,5 millions par volume en moyenne, quoi. C'est énorme. Il y avait plus de 110 millions de volumes vendus au Japon. C'est que la courbe, elle est stable. En général, quand tu commences un manga, en fait, tu démarres très très haut et puis tu redescends petit à petit, parce que plus la série est longue, moins tu en achètes. Donc c'est juste pour contextualiser l'importance que peut avoir Slam Dunk au Japon, parce que nous, c'est quelque chose qu'on a reçu beaucoup plus tard, qui a été édité notamment chez Kana. Il y a une ressortie qui a été faite l'année dernière, en moins de volume. Il y en a 20 par rapport au 31. Voilà. Et donc voilà, c'est une pièce maîtresse du manga. On a aussi l'animé. Mais voilà, c'est important pour les gens qui ne connaissent pas l'œuvre d'Inoue, et en l'occurrence Slam Dunk en particulier. C'est quelque chose de très important dans la culture. Il ne faut pas être effrayé par l'appellation manga de sport, puisque justement la force de Inoue, c'est de transcender les genres et de faire en sorte que quelqu'un qui ait une attirance, on va dire, toute relative pour le basket puisse être happé par l'histoire. C'est comme un manga comme, je ne sais pas, High Shield 21. On peut s'en foutre du football américain, c'est mon cas, et j'adore ce manga, en fait. Et c'est la force du manga, c'est de pouvoir rentrer dans un univers où on n'est pas forcément adepte de base. Mais tu disais aussi qu'effectivement, en France, pardon Valentin, c'était un manga qui a eu une reconnaissance plutôt tardive. Ce qui est drôle, et je parle un peu de mon expérience personnelle, c'est que même si on ne l'avait pas lu en VF, on avait eu quand même un premier contact via les boutiques import, où on voyait des couvertures, on voyait des CD, on voyait plein de choses. En fait, Slam Dunk, ça, c'était pour les gens qui habitaient dans des villes où il y avait des boutiques d'import, etc. J'habitais en province, et tu pouvais toujours trouver une petite boutique qui avait, une boutique de manga en tout cas. Sincèrement, je pense que tu avais des posters sur 3615, la boutique tout, non. Mais il y avait et dans les magazines de jeux vidéo, comme je disais. Complètement. Donc en fait, le premier contact qu'on a eu avec Slam Dunk, mais comme avec d'autres séries célèbres du Jump qui n'ont pas eu droit à une traduction immédiate en France, Yu Yu Hakusho, c'était à peu près pareil. Complètement. Moi, par les jeux vidéo. Voilà, c'est-à-dire exactement. Donc on voyait des visuels qui étaient hyper impactants, et la première chose que tout le monde s'est dit, c'est mais qui est ce mec qui dessine comme ça en réalité? Et après, on a pu avoir la confirmation quand on a eu la traduction française. Et donc il y a le manga, on l'a dit, via un animé qui est d'ailleurs disponible depuis le 24 janvier sur ADN. Et ça dépend quand l'émission est diffusée, mais le 25. Le Kara Designer sera à Japan Expo Sud. Donc du 28 février au 1er mars. Donc c'est bon à savoir. Animé, pareil, on a vraiment, ça a été quelque chose de très chaotique. Moi, je me souviens avoir vu quelques épisodes en France. Mais 2 DVD ont été sortis par Toei à l'époque, rien qu'en VOST, ce qui était... Mais il y a eu une VF de la honte un petit peu. Il y a 8 épisodes en tout. Voilà. 8 épisodes, oui. Mais tout comme
Doraemon a été doublé, personne ne sait. Voilà, il y a plein de titres, tout le monde a essayé, mais malheureusement, je pense que au même moment où Kana a sorti les mangas, l'animé, quand il est arrivé aussi un peu tardivement, c'était la période où il n'y avait peut-être plus le club Dorothée, où on commençait à s'écarter un petit peu, je parle des grandes chaînes hertziennes, de ce type-là pour éviter les polémiques, et qu'il n'y avait pas assez de chaînes thématiques derrière. Oui, on n'était pas encore à l'arrivée du câble. T'as aussi le côté, le manga, il vieillit bien. L'animé, après, tu le compares à des trucs où tu passes à du 20 images par seconde. Là, tu n'es pas sur du 20 images par seconde. Donc, quand tu le compares, c'est comme quand tu vas regarder un vieux film. Tu as toujours une petite difficulté quand tu l'appréhendes. Et si tu compares aujourd'hui Slam Dunk à son fils spirituel, Kuro Basket, tout le monde va dire « Ah, Kuro Basket, c'est mieux animé, nanan, Split Family ». Il y a plein de gens qui vont dire, peut-être pas tout le monde, plein de gens qui vont dire ça. Moi, je vais le regarder avec mes yeux de l'époque. Et donc, mais je conseille à tout le monde de le regarder parce que c'est quand même cool de l'avoir aujourd'hui de manière légale sur ADN, dispo, alors que c'est quelque chose qu'on n'avait pas. C'est génial, ça vaut le coup, ça vous expliquera les bases, ça reprend les bases de tous les shonen. Donc la sueur, l'effort, le sang vous conduiront à quelque chose et dans un environnement réaliste. Tout à l'heure, tu parlais d'Aishil 21. Donc, clairement, Captain Tsubasa, à l'époque, a ouvert les portes du shonen sportif, a dit « Vous pouvez faire du shonen sportif et cartonner en vente. » Mais là, Inoue a fait un truc réaliste. Avec des petites phases d'explication des règles du basket, parfois. Ça, c'est vraiment la touche Inoue, hein. Le prof de basket. La pédagogie. Moi, pour avoir démarré le basket un peu avant et avoir joué, c'était des trucs que tu reconnaissais et que tu dis bah ça il a raison. Alors, ça c'est bon, ça c'est la bonne technique. Comment faire ceci. Au-delà de la technique, même là on parle de la technique, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite parce qu'on est déjà à 20 minutes d'émission, on arrive à la fin. Mais il y a une chose essentielle, on n'en a même pas parlé encore, mais c'est qu'en fait, Slam Dunk, c'est la NBA des années 90. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve des joueurs des années 90 dans leur gestuelle, dans leur technique, etc. Chose complètement folle pour l'époque, on retrouve des chaussures. Alors, on ne va pas citer les marques, mais les chaussures de l'époque d'un grand sportif, par exemple Michael Jordan. Voilà, je ne cite pas une marque, j'ai cité son nom. Hein. Bon, il s'avère que c'est une marque. C'est ce que j'allais dire. On finit par faire une collaboration, la boucle est bouclée, avec Inoue des années plus tard. Et le seul, alors ça c'est très intéressant, on rebondit en même temps sur l'influence, c'est-à-dire que c'est la première fois où on a un manga, et donc un artiste et un mangaka, qui collaborent avec Michael Jordan, avec sa marque, pour faire une chaussure. D'ailleurs, ils en font deux, en fait, pour faire une chaussure Slam Dunk. Pied gauche et pied droit, du coup. Une Jordan 6, non 5, une Jordan 5, je crois, Slam Dunk, puisque c'était la chaussure emblématique dans Slam Dunk. Alors voilà, ça a lancé la marque de vêtements. D'ailleurs, donc on cite pas de marque, mais l'équivalent d'un magasin de sport, la petite chaîne de sport qui à l'époque n'était pas très connue, qu'il a mis dans son manga, a gagné en popularité. Le mec, les patrons ont reçu des centaines d'appels. Tout le monde venait acheter leur matos dans cette chaîne de sport, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Et donc voilà, si vous avez pas connu ou si vous avez la nostalgie de redécouvrir un petit peu la saveur du basket et de la NBA des années 90, bah là aussi vous allez pouvoir être contenté. Donc c'est vraiment un manga et un animé qui contente vraiment beaucoup de choses. C'est assez. Tu sais quoi ? Je le mettrais presque même en podcast. Tellement c'est jouissif sur les parties de match quand t'entends les chaussures crisser, le ballon rebondir. Toi, t'es fétichiste, toi. C'est ça, c'est le début du générique. Moi, c'est le générique qui est Le générique est formidable. Et tu parlais de boucle bouclée, Inoue a carrément été jusqu'à interviewer Michael Jordan, à le croquer et à publier une interview. On a tellement parlé. Je montre le manga en même temps, la nouvelle édition chez Kana. J'en parlais tout à l'heure. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses. Il a même fait un manga, une biographie de Jordan au Japon, qui malheureusement a peu de chances de jamais sortir en France. Des éditeurs se sont intéressés, mais il faudra. Les éditeurs japonais ont dit vous négociez les droits avec la NBA directement vous-même parce que voilà. Et donc à partir de là, c'est plus le même tarif. Tu demandes à pouvoir exploiter l'image de Michael Jordan.
Je pense que ça se compte avec un peu trop de zéro pour un éditeur français, malheureusement. Et on parle beaucoup de Jordan, mais pendant très longtemps, le joueur favori de Inoue, ça a été Magic Johnson. Et qu'il a rencontré d'ailleurs, et ils ont eu une petite discussion ensemble. Inoue est carrément venu voir jouer la Dream Team en 92 à Barcelone. Il a vécu à Los Angeles quelques années aussi. Il a vécu à Los Angeles. Son équipe préférée, c'est les Lakers. Donc Magic Johnson, en même temps, c'était un petit peu le fer de lance des Lakers. Et pourtant, le maillot, il est rouge. Et pourtant, les 2-3 héros qui sont à l'intérieur, ils sont un peu copiés de Dennis Rodman, de Michael Jordan, d'un certain Pippen, de certaines phases qu'on voit. Mais ces héros ne sont pas encore arrivés à maturité, donc peut-être qu'ils ne voulaient pas mettre justement ceux qu'ils préféraient, mais plutôt d'autres qu'ils considéraient comme des étapes. À l'époque, il faut dire, les Bulls, tous les joueurs que tu as cités, les Bulls roulent sur le monde du basket. Début des années 90, c'est le triplé. Donc, ils ont fait, les maillots, c'est clairement les Bulls. Rouge et blanc, c'est les Bulls. Et tout ce qu'on... Enfin, voilà, à l'époque, c'était la quintessence du basket. Mais contre qui il joue, à la Kainan, il est blanc, violet et jaune. Voilà. Donc un petit peu quand même, il y a les Lakers qui reviennent Bien derrière. sûr, il y a toujours, voilà. Et comme tu touche. disais, il y a beaucoup de choses qu'on peut constater maintenant avec le recul, c'est qu'il a carrément repris on va dire des photos originales de joueurs, de vrais joueurs, etc., avec les mêmes poses, il les a reproduites dans le manga. Alors moi, je vois vraiment ça en termes d'hommage, parce que le talent d'Inoue, personne ne peut lui enlever. Et on en a parlé tout à l'heure d'une évolution graphique dans le manga. C'est quelque chose de frappant. Bon, il reste une minute. 7e, 8e manga. Mais il faut parler de sa technique en une minute. C'est ça. Non, mais on en parlera dans la deuxième partie. Parce que, voilà. 7e, 8e manga, tu passes du shonen de basse tranche de vie, histoire d'amour faussé, humour. Parce que, et pour avoir revu le début du dessin animé, je n'avais pas vu depuis 20 ans, il faut le regarder. Ah oui, on se tape des barres, on l'a même pas dit. Et toute tranche. Ça, c'est un truc qu'il a hérité de Hojo. Hojo disait toujours, les lecteurs, il faut leur laisser un peu de temps de respirer. Tu ne peux pas les maintenir en tension. Ils vont crever, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve dans City Hunter. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des petits espaces de rire pour respirer dans des moments de grande tension. C'est un rire libérateur. Et qu'est-ce qui libère ? Et en animé, c'est très bien retranscrit, mais en manga, encore plus, c'est exacerbé. On a, dans le rythme, l'humour, le sport, la tension, la technique, où il revient à chaque fois. La profondeur des personnages. Et elle est proportionnée. Et on parlait au début, oui, c'est un manga de sport. Au début, on le lit comme au début une tranche de vie, pour reprendre tes propos, mais après, il le dose, en fait. On n'est pas sur des super vainqueurs dès le début. On est sur des gens comme nous. Elle est même à la fin, au début, et jusqu'à la fin. Et voilà, c'est une très belle conclusion. Et ce qu'on peut dire encore pour argumenter tes propos, c'est que, encore une fois, on recommande à tout le monde la lecture et le visionnage de Slam Dunk. Les mangas sont chez Kana en français. L'animé est légalement sur ADN, Anime Digital Network. Et ça, c'est une partie de la culture manga et japanimation. C'est forcément quelque chose qu'il faut avoir lu et vu. Voilà. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve dans la deuxième partie pour revenir un petit peu sur les autres œuvres fondamentales de la carrière d'Inoue et un petit peu plus sur sa vie également. À tout de suite. De retour pour la partie 2 consacrée à Inoue et son œuvre et également Slam Dunk, on en a parlé un petit peu beaucoup avant. On va juste toucher 2 mots, mais je vais présenter à nouveau mes invités. Pascal Lafine, bienvenue en plateau, évidemment, éditeur, légende. C'est une légende parmi les légendes. Voilà, c'est toujours un plaisir pas jusqu'à là, hein. de te recevoir. Non, mais c'est moi, j'y vais. Fausto, donc tu es le papa d'une fabuleuse publication. Je suis le papa de Pascal. Atome. Oui, alors là, je suis pas sûr. En tout cas, déjà, Atome, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, re-bienvenue. Merci. Et Valentin, toujours mangaman chez Le Figaro. Voilà. C'est ça. Alors, avant d'entrer un petit peu plus en détail dans la carrière d'Inoue, je voulais juste rajouter quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de dire dans la première partie de l'émission sur Slam Dunk. C'est évidemment à quel point Slam Dunk est important au Japon. C'est qu'il y a une bourse... qu'il a co-créé avec son éditeur Shueisha. Et qui permet à des Japonais, je vais te laisser l'expliquer. Ouais, donc c'est la bourse Slam Dunk Scholarship,
qui permet d'envoyer des Japonais étudier 1 an au Japon, aux États-Unis, pour apprendre l'anglais et pour participer à des matchs. Universitaires, parce que sinon, en fait, aux États-Unis, tu n'as pas le droit de participer aux matchs si tu n'as pas fait des études. Bref, le système est très complexe, donc ils ont 1 an de prep school où ils peuvent jouer en NCAA. Donc c'est quand même assez exceptionnel, quoi. C'est-à-dire, imaginons aujourd'hui, c'est comme si dans une BD française de foot, et ça permettait de créer un truc et d'aller jouer en Italie à la Juve ou je ne sais où. Donc, c'est assez... On sent les obsessions qui parlent là. On va parler de ce qu'on connaît. Tu as raison. Donc revenons maintenant. Et aujourd'hui, cet été, il y a eu le premier joueur japonais drafté en NBA. Qui a dit qu'il a été fortement influencé par Slam Dunk. C'est assez exceptionnel. Et ça, on rappelle que Inoue, c'était un de ses rêves, qu'un jour, un joueur de basket professionnel dise qu'il a commencé le basket à cause de Slam Dunk. À noter un truc qui était extraordinaire avec Slam Dunk qu'ils avaient fait après la sortie, il s'est même ressorti en DVD. Il avait loué une école abandonnée. Et dans chaque classe, sur chaque tableau... C'est pas une école abandonnée, c'est l'école qui est mise en avant. C'est Shohoku qui l'a été Et sur tous les tableaux de chaque classe, il avait fait en fait... Et ça s'appelait 10 Days After. 10 Days After. Voilà. C'est l'artbook qu'il a sorti à cette occasion. Et on l'avait tout à l'heure, parfait pour lancer... Je prends le rebond, Sakuragi. C'est parfait pour parler du style et de l'évolution du style, parce que Inoue, c'est le mangaka qui a changé. Non seulement son trait a évolué, mais il a changé de méthode. Il a tout fait. Il a dessiné à l'encre et à la plume initialement. Il est passé au pinceau au milieu tiers de Vagabond. Il a donc dessiné à la craie. Il a fait du numérique avec Buzzer Beater. Il a fait au pinceau géant aussi. Avec un balai, avec une serpillière, il arrive à dessiner. C'est dire le niveau du gars. Il a fabriqué un papier de 30 mètres, je crois, c'est ça, pour son hommage à Gaudi. Non, voilà, c'est un artiste, on peut commencer sur son style. Effectivement, je trouve que c'est très bien de le faire, puisqu'on l'a rappelé en première partie, c'est plus qu'un mangaka, même si pour moi les mangakas sont des artistes à part entière. Oui, mais là, on est dans un artiste plus global. C'est-à-dire qu'en termes de dessin, tu l'as dit, il a évolué, mais au-delà de l'évolution, il s'est perfectionné. Et même son approche, ça... Au début, il voulait faire du manga, il voulait raconter une histoire. À la fin de Slam Dunk, il a une espèce de petit blues où il se pose la question, est-ce que je vais continuer à faire du manga ou pas ? Donc déjà, à ce moment, il est riche, donc il peut se permettre de se poser cette question. Oui, Slam Dunk le fait devenir un des mangakas les plus fortunés du Japon. Quand tu vends plus de 100 millions d'exemplaires... Pas mal. Du coup, tu peux te permettre de te questionner si tu peux souhaites dire, continuer ou pas. Est-ce que je continue à travailler jour et nuit ou est-ce que je vais plutôt profiter de ma life Et en fait, son éditeur, à ce moment-là, lui met dans les mains la nouvelle de Eiji Yoshikawa, La pierre et le sabre et la divine lumière. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque aussi où il y avait eu le grand départ dans le Jump, où ils avaient changé l'équipe. Et beaucoup de personnes... en 95, c'est ça. Ouais. Et où lui-même, d'ailleurs, parce qu'on peut aussi rajouter ça, est un des premiers mangaka à avoir créé son studio de production pour reprendre ses droits, gérer lui-même ses droits. On peut en parler. Un système super complexe. On peut en parler. Fausto, tu peux nous en parler. En fait, Inoue va carrément racheter ses propres droits. Il va racheter ses propres droits et il a envie de récupérer sa création, puisqu'après tout, il se dit, attendez, il y a des gens qui l'exploitent. Parfois, il l'exploite de manière assez lointaine d'un point de vue artistique du matériau d'origine. Je ne vois pas pourquoi, moi, qui ai créé justement ça, je n'aurais pas la main complète dessus. Donc, il crée IT Planning, ou IT Planning, donc Inoue Takehiko Planning, qui est géré par son épouse, et comme ça, il a la main mise sur toutes ses œuvres. Donc c'est un des premiers qui fait ça avec Ojo. Oui, avec Ojo. Avec effectivement, Tetsuo Hara et Tsukasa Ojo sont partis, Katsura aussi. Alors après, selon les... C'est le début de l'indépendance. Ouais, selon les mangakas, après, certains sont encore en bon terme avec Shueisha, d'autres pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette émancipation que lui, en tout cas, jugeait nécessaire. Et qui... Ça lui permettait aussi de briser le contrat unique. Parce qu'à l'époque, pour sécuriser les auteurs, les mecs te faisaient signer un contrat, tu ne bosses que chez moi. Oui, c'est un contrat d'exclusivité. En plus, ça, c'est vraiment la méthode Jump. C'est le contrat d'exclusivité. Si tu rentres chez eux, tu bosses dans Jump. Et si tu veux bosser ailleurs, eh ben, tu ne travailles plus chez Jump. Et Jump, c'est génial. Hein. C'est le magazine le plus vendu. Parmi les meilleurs mangas du monde viennent du Jump. Mais c'est un carcan.
Et si tu veux pas raconter un shonen, bah, tu peux plus C'est être ça. dans le Jump. Pour être dans quelque chose de plus adulte, Et plus lui, sanglant, s'il plus, voulait aller sur un seinen, s'il voulait faire autre chose, bah, il fallait qu'il sorte de ce carcan. Et donc ça lui a ouvert cette possibilité aussi. Alors, c'est la question que je vais vous poser, puisque il a voulu sortir du carcan et du shonen avec Slam Dunk, etc. Est-ce que Inoue, c'est l'homme d'une seule œuvre? Non, absolument pas. Ah, absolument pas. Moi, C'est les œuvres d'un seul homme, mais oui, mais elles sont. Après, le truc, c'est que c'est un très grand artiste, etc. On parlait tout à l'heure en coulisses justement du syndrome un homme, une œuvre, un petit peu dont est victime, par exemple. Je dis victime, le mot est bien choisi, Otomo. Inoue, il y a quand même assez peu d'œuvres. On ne peut pas dire qu'il y a une sorte de galaxie très complète comme d'autres mangaka peuvent en accoucher. Donc, je ne sais pas, en fait, je vais faire un peu mon suisse. Je suis à la fois d'accord avec vous et je suis à la fois d'accord avec toi. Je pense qu'il est. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas ce que tu en penses. Ah non, moi je pose la question. Moi, je pense qu'il est un peu entre les deux en réalité. C'est-à-dire que, et on voit bien que c'est un mec qui cogite beaucoup et qui se sent parfois prisonnier de ses propres œuvres. Et il y en a assez peu et qu'il y a toujours une remise en question. Et tu parlais tout à l'heure de performance et c'est un artiste performeur. Il y a peu de mangaka qui sont comme ça. Parfois, il y a d'ailleurs des dessinateurs, quelqu'un comme Katsuya Terada, qui est un performeur, ou même Otomo, parfois, qui a fait certaines performances. Mais c'est vrai que lui, on sent qu'il y a cette espèce de poids de la réflexion, du qu'est-ce qu'il va y avoir après. Et j'ai l'impression, et d'ailleurs certains hiatus en témoignent, que ça le crispe quand même à certains moments. Et qu'il y a toujours cette espèce de... Il y a des blocages après. Il y a des blocages parce que tu es aussi ramené à une œuvre qui t'a littéralement assis en termes de notoriété, en l'occurrence Slam Dunk, parce que tu as une fanbase qui va toujours te ramener à celle-ci aussi. Et que j'adore Real, j'adore Vagabond, mais les gens, pardon, Inoue, c'est Slam Dunk. Point, en fait. On va parler après de Après, ces c'est autres deux œuvres. cultures différentes. Voilà, Je Pascal. pense que les gens qui aiment Vagabond vont dire il n'y a qu'une seule œuvre, c'est Vagabond. Slam Dunk, c'était une œuvre de jeunesse, machin, etc. C'est un truc du shonen. Ils sont rares quand même, etc. ces gens-là, non? Ça existe Alors, parce que c'est Vagabond, vraiment pas des... Voilà, c'est ça. Mettons c'est- les pieds dans le plat. On peut expliquer ce qu'est Vagabond. C'est l'histoire d'un... Pascal, je te laisse le pitcher. Hein, Bah, alors déjà, c'est l'adaptation d'un roman. qui est l'adaptation de l'histoire Vraie, que tu disais, ouais. l'histoire vraie Voilà. du Japon, du Et samouraï. le plus alors, connu. lui, il a... C'est pas Kenshin, les enfants. Oui, c'est l'histoire d'un... Non. Il faut replacer Là, le c'est contexte un en petit peu 1600. plus voilà, c'est un petit peu plus réaliste. C'est au départ un jeune homme qui est un peu paysan. fou dans Paysan. sa tête, d'une certaine façon, mais C'est à qui est l'ère des doué. shoguns. Hein. Voilà, et qui va évoluer pour devenir le plus grand. Alors, son but, c'est de devenir le plus grand samouraï. Voilà. Voilà, mais il le devient. Et puis. Ah non, mais ne spoile pas. Ah non, mais Bon, c'est Miyamoto sûr- Musashi, vous avez probablement entendu ce nom, mais au-delà de ça, donc, on retrouve les ingrédients de Sakuragi ou même de Real. C'est un gamin qui n'est pas à sa place dans la société. Bon, société en période de guerre civile, donc encore plus difficile de trouver sa place. Il est paysan, mais lui, il aspire à être plus que paysan. Ce qu'il aime, c'est se battre avec son meilleur ami d'enfance. C'est un Et, manga d'initiation, initiatique un petit peu. Hein. c'est un voyage, Voilà. mais c'est limite un voyage karmique parce que déjà la vie de Miyamoto Musashi est super importante. Il y a en fait, il est tellement important au Japon que chaque endroit où il a vécu conserve une partie de reliques de son corps. Donc en fait, si vous faites le visite au Japon, il y a 8 tombes de Miyamoto Musashi. La plus importante étant un Kumamoto, magnifique d'ailleurs, hein, dans une putain de petites criques. Mais ça montre à quel point il a marqué le Japon. Voilà. En Et plus, cette différence, c'est que, quand je disais qu'il était un peu fou, c'est que cette évolution, c'est qu'au départ, il se battait volontiers, et après, c'est les gens qui venaient vers lui, parce qu'il y a cette fameuse scène qui est mythique pour moi dans le manga, où il est attaqué par plein d'hommes, il fait un cercle sur le sol, et en gros, il leur dit, tous ceux qui rentrent dans ce cercle font le choix de mourir. Voilà. Et je trouve que ça résume son évolution. Alors là, on part complètement de Slam Dunk, comme tu disais là pour toi. Donc il y a Alors, des gens qui disent que Slam Dunk c'est son œuvre de jeunesse, voilà et tout. Là c'est quelque chose de plus adulte. Exactement. Mais c'est ce qu'il dit lui-même, Inoue. Hein. Il dit, par rapport à l'évolution des personnages, à se découvrir qui on est et à grandir, il dit si Slam Dunk c'est le yin, alors Real et Vagabond c'est le yang. Parce qu'ils apprennent à la dure hein, dans Real et dans On va parler de Vagabond. Real juste après. C'est difficile. Enfin, là, on le dit, en période de guerre civile, il est chassé, des gens veulent se battre contre lui. À l'époque, quand on a un duel de samouraï, c'est pas un duel au fleuret, hein, c'est vraiment le survivant quoi, qui a gagné. Et donc, c'est vachement
Et Vagabond, c'est encore en cours aujourd'hui. Oui, c'est toujours en cours, c'est en arrêt, on va dire. C'est sur la fin, c'est finissant. Oui, c'est finissant. finissant. Pour pas Et- dire déclinant, c'est ça. Alors, moi, j'ai Non, beaucoup non, d'espoir mais parce que, de toute parce façon, qu'il il a a- repris Real, donc je me dis que Oui, parce que- Vagabond ne devrait pas tarder. Comme on le disait, Inoue, il a ses propres doutes, son propre rythme. Et donc, quand il a envie de s'arrêter, il s'arrête. Et, Il a été malade aussi. Il a Enfin, été pour le- malade. ouais. Et il a envie aussi, peut-être, je pense, de retrouver une certaine inspiration qui peut parfois faire défaut. Ou, Une envie de, Voilà. une envie de, bien sûr. plus que L'envie plus que d'avoir l'inspiration. L'inspiration, Papa Johnny. il a. L'inspiration, il a. C'est vraiment ce qu'il dit, c'est le plaisir de travailler sur les mangas. Donc, quand il a fait son interview croisée avec Oda, c'est ce qu'il a dit à Oda. Moi, je ne comprends pas comment tu fais pour garder la foi. Oui, parce qu'on a Oda qui a une œuvre fleuve qui court depuis 20 ans et Inoue qui fait des œuvres plus courtes, on va dire, mais Vagabond quand même. C'est quand même assez long dans le temps. Mais lui, toutes les semaines, c'est pas du tout son rythme. Ah ouais, non, absolument pas. Mais ça avait commencé en hebdo, puis mensuel très vite, mais... Et en quoi Vagabond, c'est important alors Alors déjà, graphiquement. Premièrement, graphiquement, c'est la maturité exceptionnelle d'Inoue. Hein. Là, pour le Et coup, au niveau du travail, on utilise aussi bien du pinceau, de l'encre. Il y a plein de genres, de styles utilisés. C'est assez marrant de le voir avec son sèche-cheveux en train de sécher ses planches. Voilà. Quand on regarde du premier au dernier volume sorti, tout change. En fait, c'est deux trucs complètement différents. Là Dans aussi, les- comme dans Slam Dunk, il y a une évolution encore. Alors, Ou c'est je juste pense- dans les techniques Alors, je pense utilisées. que c'est aussi beaucoup dans les techniques et dans sa forme de narration. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de silence dans les derniers volumes, des parties qui ne peuvent être comprises que par le dessin. On reste, on regarde. C'est quelque chose Et, que lui, Inoue, c'est quelque chose propre à lui, instaurer ces longs moments de silence dans du manga et passer juste sur... c'est pas que lui, il y en a plusieurs d'autres qui font ça. mangaka avant Oui, mais en qui tout font cas, ça, D'accord. ouais. Mais sur cette durée-là aussi c'est quelque chose qu'il aspirait. D'accord. Il aspirait à faire ça parce qu'en fait, il a la recherche de donc Slam Dunk, c'est son amour du basket. Vagabond, c'est la recherche de l'identité japonaise moderne. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être japonais? Et donc c'est aussi quelque chose qui le renvoie à lui. qu'il renvoie à lui, et encore sur son questionnement principal, quelle est la place du héros dans la société? C'est lui aussi, quelle est ma place dans cette société? Et quelle est ma place en tant que japonais dans cette société? Quelle est ma place en tant qu'artiste dans cette société? Quelle est ma place dans la vie? Il est vachement... Et même C'est son l'introspection choix de lui, d'éditeur, c'est que Slam Dunk, c'est chez Shueisha, et Vagabond, c'est chez Kodansha, qui est Le concurrent. le grand rival. Voilà. Et d'ailleurs, Reel est aussi chez Shueisha. Alors que, voilà, donc c'est vraiment deux univers complètement séparés. Et je pense qu'ils ne voient pas les deux de la même façon. Et il y a une dimension autobiographique, effectivement, tu le disais, il y a une dimension autobiographique dans Vagabond, puisque Vagabond, effectivement, Miyamoto Musashi, c'est un sabreur qui a inventé la technique, justement, des deux sabres, mais c'était aussi un artiste. Et cette idée de recherche de la performance, de l'amélioration technique, justement, qui sous-tend tout le parcours de Miyamoto Musashi, c'est exactement ce que vit Inoue, c'est-à-dire qu'il fait les mêmes expérimentations que son héros, il s'améliore comme lui. Alors après, ça peut sembler un petit peu prétentieux de dire tiens, je dessine une projection de moi-même en la personne de Miyamoto Musashi. Je pense qu'il ne l'a pas pensé comme ça. C'est une interprétation, mais en fait, je trouve qu'elle est assez juste quand on regarde et quand on lit le parcours de Miyamoto Musashi dans Vagabond et qu'on voit la manière dont Inoue envisage sa carrière, son dessin et comment il peaufine sa technique jusqu'à expérimenter des choses qu'aucun autre mangaka n'avait expérimentées avant. On se rend compte qu'effectivement, c'est une œuvre quasi autobiographique. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'il raconte. Il dit « Je dessine des mangas pour des lecteurs comme moi ». C'est un peu une façon indirecte de dire qu'il les dessine un peu pour lui. Tout à fait, ouais. Et puis, je reviens un petit peu aussi sur ce qu'on disait sur la patte graphique, etc. J'ai l'impression que certaines planches de son manga, dans Vagabond, c'est pensé comme des tableaux, en fait. Complètement, ouais. Ah oui, mais totalement. Alors, déjà, il est passé assez vite à la technique de la double page. Il travaille en double page. Alors, il y a plusieurs auteurs qui font ça. George Morikawa de Hajime no Ippo fait ça aussi. Parce que, comme ça, tu sais où tu vas mettre l'attention pour que le lecteur ait envie de tourner la page et de lire la suite. C'est une méthode technique, simple, ouais. une technique, et il travaille double page par double page. Il n'écrit pas son scénario très à l'avance, il a une idée de là où il veut aller, et il laisse vivre ses personnages.
C'est vraiment où le personnage va me mener. C'est pour ça quand on lui demande est-ce que ton manga va bientôt finir, il dit ouais, plus que 2 volumes. Et puis finalement, 15 volumes plus tard. Ils sont beaucoup à faire ça, Alors ça dit. après, il y a une chose aussi, une petite chose qu'à l'époque, quand il était venu en 2015, qu'il nous avait expliqué, c'est qu'il a aussi toujours peur que les gens se lassent de Vagabond. Donc il avance. Et en fonction de ça, il décide aussi De continuer. s'il va continuer. À un moment donné, il y avait eu une très longue pause qu'il avait fait. Et sa plus grande crainte, c'était de ne pas retrouver ses lecteurs. Eh ben, fais pas de pause. Bon, après, il a besoin de Facile. temps Tu de devrais être réflexion. éditeur, toi, en fait. Voilà, il a besoin de temps de réflexion. C'est un travail assez fastidieux parce qu'il fait d'abord il met d'abord ses idées dans une version papier. Ensuite, une fois qu'il a fini, il a bien choisi tout ce qu'il veut faire, il fait d'abord un ancrage uniquement des personnages et puis après, ses assistants complètent tout ce qu'il y a autour. Mais déjà, lui, il met déjà du temps pour pouvoir réfléchir à comment il va coucher chaque page, comment il va ambiancer le tout. Et c'est vrai que... Alors, une question, je rebondis avec tous les éléments que vous venez de me donner. Est-ce qu'on peut considérer Vagabond comme une œuvre majeure ? Ah oui, Ah bah oui, carrément. Incontournable. En termes de manga de samouraï, c'est peut-être même la meilleure. Ouais. qui Avec existe. l'habitant de l'infini. Avec l'habitant de l'infini, qui est dans un autre style. Dans les récents, en tout cas, dans les séries récentes, parce qu'on peut remonter plus loin. Ah oui, bah, tu vas sur du Koike avec oui, ou du Bellicard, Lord ce genre de Wolf et tout choses. ça. Ouais, mais, Moi, j'étais juste sur Vagabond. Hein, vous avez- Ok. mais, non, Vagabond, oui, c'est une évidemment. œuvre majeure. Achetez-le, les gens. Achetez-le. Achetez-le en plusieurs exemplaires. Je vous montre. Hop. Et puis c'est une très bonne œuvre aussi parce que qu'on pourrait destiner à des personnes qui pourraient éventuellement, je pense que c'est plus trop le cas aujourd'hui, quoique, mais sous-estimer justement un peu la puissance graphique du manga et surtout sa capacité à désamorcer, on va dire justement certaines attentes esthétiques. C'est-à-dire que Slam Dunk, vous mettez ça dans les mains de quelqu'un qui aime pas trop le manga, je suis pas certain qu'il poursuivra en réalité la série jusqu'au bout, même s'il est capté par la narration, les personnages, l'humour et la qualité des scènes sportives. En revanche, Vagabond, on peut l'aborder à la fois, enfin on peut séduire un public qui serait intéressé par l'aspect historique, et aussi par un public qui pourrait être tout à fait tétanisé en fait, devant la qualité du dessin de Inoue. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'est 2 univers complètement différents. Complètement. Alors, Et un public aussi différent. j'ai posé... Alors, je pense qu'un public peut être trouvé en commun. Je pense que effectivement, Slam Dunk a un plus gros public. Mais pour moi, les deux marqueront l'histoire sur le long terme, Oui, sans bien sûr. aucun. Alors, je vous ai posé toutes ces questions justement pour créer un petit peu de la polémique et en savoir un petit peu plus sur Vagabond, parce que je suis évidemment d'accord avec vous. Pour moi, les deux sont importants, Slam Dunk, Vagabond, et je recommande à tout le monde de lire Vagabond parce que je rebondis sur ce que tu disais, Fausto, sur le fait que en fait, quelqu'un qui n'aime pas forcément le manga et qui va peut-être rechercher une qualité graphique qu'il peut retrouver dans l'art principalement, etc., va être tout de suite attiré. Son œil va être attiré et capté. Parce qu'il y a vraiment des fois, la scène, tu parlais de la scène avec... voilà, c'est du cinéma pour moi. Voilà. Et d'autre part, tu as des scènes... T'as des planches, tu restes bouche bée. Moi, je me suis surpris à regarder, mais j'avais lu la planche, la page, et j'ai regardé chaque détail. Il y a un souci du détail qui est exceptionnel chez Inoue, hein, vraiment. Donc, vraiment, je recommande à tous Vagabond. Alors, on va parler d'une autre œuvre de Inoue, après Vagabond. On va parler de Réal aussi. C'est aussi quelque chose d'important pour moi, même si elle est peut-être un peu moins importante en termes de popularité, en termes de... Elle est très courte pour l'instant. Oui. Même en termes de taille. Donc, Alors, on va expliquer ce que c'est. OK. Alors, on explique ce que c'est. Tout simplement, c'est du basket handisport. Voilà. Voilà, donc Inoue a vu un jour à la télé une émission sur le handi-basket américain. Et il s'est dit, wow, ces gens-là sont tellement courageux. Il se dirait qu'il a un rapport assez personnel avec le handicap. Aussi. Il y aurait la surdité dans Vagabond. Et on va rebondir justement sur la surdité dans Vagabond. Il y a des personnes de sa famille proche qui sont touchées par certaines formes de handicap. Tout à fait. Il en parle pas trop, mais il y a ça. Mais donc, c'est peut-être dans ce contexte-là qu'il avait regardé cette émission. Mais il s'est dit, mais merde, il faut le mettre en avant. Il faut montrer que la vie s'arrête pas. Quand on a un handicap, c'est un sujet encore plus tabou au Japon. Hein. Et faire un manga sur du handi-basket, sur le handisport, c'est quand même
honnêtement. Ah là, c'est la niche de niche. Hein. Voilà, mais non, mais moi je suis heureux C'est de le moins qu'on voir. puisse dire, ouais. Je suis heureux de voir une culture comme le manga qui aborde ça. C'est important, je trouve. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. On voit pas une série. On a des séries de sport, etc. Mais est-ce qu'on voit des séries télévisées, hein, j'entends. Sur voilà. Alors, après, il y a un truc qui est important avec surtout Shueisha et le sport, c'est qu'ils ont cette particularité de d'abord mettre en avant l'histoire et le sport ensuite. Par exemple, c'est le cas d'Hikaru no Go. Ça parle de Go, du jeu de Go, mais on n'a pas besoin de connaître les règles du Go pour lire Hikaru no Go. Et c'est ça qui est aussi génial avec Shueisha, c'est qu'il pousse les auteurs à créer d'abord des histoires et ensuite, voilà, donc on n'a pas besoin d'être passionné dans l'handisport. Ah mais complètement. Voilà. Mais juste le fait d'en parler, d'avoir tout un univers qui se déroule dans ce contexte-là, pour moi, c'est important. Et je rebondis sur ce que tu disais. Il a une manière très, très réaliste de décrire certains handicaps. Et je te laisse rebondir sur la surdité dans Vagabond, parce que comment c'est amené, c'est quand même quelque chose d'assez assez puissant, quoi. Alors, moi, je trouve que c'est une idée qui est intéressante, parce que surtout, c'est une époque où ça devait être quand même assez difficile plus, ouais. de vivre ça. Et quand on regarde toute l'histoire du personnage de Kojiro, qui est assez impressionnante là-dessus, c'est... comment je pourrais décrire ça ? Ouais, tu peux dire que c'est super émouvant et qu'il y a une recherche à la fois scénaristique et graphique pour mettre en scène la surdité. Et je pense que c'est une idée pas évidente à retranscrire graphiquement. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça qui est puissant. Quand tu n'as pas le vecteur du son pour mettre en scène la surdité, voilà les gars, vous avez 2 heures, vous avez le bac à la fin si vous répondez bien, quoi. C'est surtout en manga. Oui, surtout en manga. Donc voilà, il y a un manga qui use et abuse des onomatopées. Donc là, du coup, tu perds cet artefact. C'est vraiment super important. En fait, réussir à retranscrire le silence par de l'image, c'est quelque chose pour moi qui est justement dans une démarche, encore une fois, artistique. Donc c'est pour ça que vraiment, je considère Inoue comme un artiste au sens global du terme et pas uniquement un artiste mangaka. Et cette recherche de challenge aussi. Oui. C'est-à-dire, quand il se pose la question de comment dessiner le basket avec Slam Dunk, quand il se pose la question justement de comment représenter son personnage de Miyamoto Musashi et de faire en sorte qu'il soit à la fois illustré avec des techniques ancestrales et en même temps parfaitement contemporain, ou quand il réfléchit à la manière justement de mettre en scène le handisport, c'est quelqu'un qui... on a l'impression en fait qu'il retourne la table à chaque fois qu'il aborde une nouvelle série. En fait, il se dit bon, ok, et c'est pour ça qu'il cogite pas mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mais qui ne soit pas une sorte de recyclage de ce que j'ai fait précédemment. Alors après, c'est passionnant, c'est de voir le fil rouge qu'il y a entre toutes les séries. D'une certaine façon, même Vagabond fait écho à Slam Dunk parce que Miyamoto Musashi était connu pour sa grande taille, par exemple. Il était bien plus grand que ses autres compatriotes japonais. Oui, il y a toujours un petit truc. Il y a ça, t'as la taille, le fait de pas savoir, de pas être à sa place, tout à fait. Le fait d'avoir une personnalité super, une dualité dans ses personnages. C'est encore un outcast en plus. T'es violent, mais en même temps, t'es celui qui va finir par être le plus sage. Enfin, c'est... Mais encore une fois, je pense qu'il y a un questionnement personnel de Inoue qui est retranscrit dans ses œuvres. Et on n'a même pas parlé, il nous reste que 2 minutes, mais pour encore une fois étayer le fait que c'est un artiste global, on peut évoquer très rapidement le fait qu'il est aussi touché aux jeux vidéo. Ah oui, le jeu qu'il avait fait pour Xbox était incroyable. Il a fait le Cara Design. Oui, mais c'était magnifique. Alors à l'époque, pour tout vous dire, Lost Odyssey, c'est un excellent jeu. Et j'étais frappé, je ne savais pas à l'époque que c'était Inoue en fait, quand j'ai eu le jeu. Et tout de suite, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose dans le... Il a inspiré... Voilà, lui, il a lu le Slam Dunk. Voilà, pas que Slam Dunk, il y a quelque chose vraiment dans le... Et quand, effectivement, je me suis renseigné un petit peu, ça saute aux yeux. Et avant, il avait fait un jeu de basket One on One. En 2000. En 2000, il me semble, sur PlayStation 1. Oui, première PlayStation. Ouais. Puis il y a aussi Buzzer Beater. Buzzer Beater. On est plus sur le jeu vidéo, mais on est sur le numérique, donc on peut... Voilà. Oui, mais ça serait dommage de finir l'émission sans en parler. Buzzer Beater, œuvre uniquement digitale à la base, sur Internet en 2000. Un des premiers. D'où le format bizarre. Ouais. Et Buzzer Beater,
inspiré de Space Jam, complètement. puisque c'est un tournoi de basket intergalactique. Et précisons qu'il est en couleur. C'est en couleur et vraiment, je ne sais pas si on va bien voir, mais on retrouve des équipes de monstres. C'est clairement Space Jam. Il a inventé le webtoon avant l'heure. Ouais, non, mais c'est voilà. Encore une fois, il est dans le challenge, dans la recherche de se renouveler, d'innover. Et 2000 publier un manga uniquement sur Internet. C'est sacrément osé. Bon bah, je pense que on n'a pas fait le tour, évidemment, de la carrière fantastique d'Inoue, puisque déjà elle n'est pas terminée, mais on a pu, en tout cas, faire un petit tour d'horizon, et on espère que ça vous a donné envie de redécouvrir ou de découvrir ses œuvres. Si on doit classer, qu'est-ce qu'il y a à découvrir ? On peut pas. C'est deux univers différents. Voilà. On peut personnellement classer après. Voilà, vous pouvez vos goûts respectifs. Si je suis adolescent, je prends Slam Dunk. Si je suis adulte, je prends Vagabond. Mais les deux, de toute manière. Si je dois mettre un manga dans les mains de mes parents, Vagabond. Si je dois mettre un manga dans les mains de ma nièce, Slam Dunk, à voir. Tu vois, si je suis à la recherche de quelque chose de plus grand, de poétique, je vais aller sur Vagabond, où je veux découvrir le manga, Vagabond. Je lis Buzzer Beater. Non, pardon, c'est pas bon. Okay. Moi, je garde Vagabond. Vraiment, ouais, Vagabond. J'adore un Slam Dunk, mais Vagabond. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis beaucoup moins geek de basket que vous. Parce que t'es vieux aussi, comme nous. Et je suis très vieux. Non, mais Vagabond, ouais, parce que c'est un manga qui est vraiment, mais tellement impressionnant, tellement beau, tellement poétique, tellement puissant. Enfin, ouais, je vais le remontrer juste pour le kiff. T'avais une couverture là aussi que tu peux éventuellement montrer. Ce sera plus grand. C'est un magazine de tendance japonais qui s'appelle Brutus. Voilà, c'est superbe. Oui, parce que voilà. Il a collaboré aussi avec des marques, il a fait... Tout à fait. Il a aussi collaboré avec le magazine de basket japonais, dans lequel, pendant quelques années, il avait une chronique où il parlait de... Tout à fait, il écrivait sur le basket, absolument. En tout cas, pour tous les fans de basket, et même les autres, parce que c'est un pan de la culture du manga, Slam Dunk, c'est disponible en manga chez Kana, et légalement l'animé sur ADN. Évidemment, Vagabond, je remonte. Ça, faut lire. Faut lire aussi. Il n'y a pas d'animé, Vagabond. Non, à ma je pense qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais, parce que pour retranscrire ce qu'il y a dans Vagabond en animé, très compliqué. C'est essentiel. Et puis aussi réel. Je vous le conseille également, parce que c'est de très bonne qualité, comme toutes les œuvres d'Inoue. Messieurs, je vous remercie. Merci. C'était vraiment un plaisir, et aussi de la frustration, parce qu'on aurait pu en parler, comme souvent dans la légende, c'est le problème pendant des légendes. Voilà, c'est ça. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.